Alors, je présente un peu les choses, quelques concepts. Je vais présenter quelques concepts qui sont essentiels dans notre compréhension. Après ça, évolution de la question nationale et du nationalisme au Québec. Troisièmement, les fondements et l'usure j'appelle fondements et l'usure du projet péquiste. Quatrièmement, notre position, les grands axes de notre position programmatique, donc la position de la Constituante. Ensuite, la critique des autres partis. Alors, puis le PQ, on va faire la critique tout le long, parce que c'est-à-dire, je vais les lire, c'est-à-dire qu'est-ce que le nationalisme ethnique, comment se situe Québec solidaire par rapport au nationalisme ethnique, qu'est-ce qui distingue une minorité nationale d'une communauté culturelle, comment expliquez-vous, ça c'est la dernière page, comment expliquez-vous Québec solidaire soutient l'indépendance du Québec, comment on donne, c'est quoi les explications qu'on donne sur cette question-là? Comment le Québec solidaire a-t-il formulé historiquement l'alliance à construire pour lutter pour la souveraineté du Québec? La notion de notre conception de l'alliance par rapport à la conception du Parti québécois. Après ça, comment expliquer la perspective de constituante? Pourquoi apparaît-elle plus adéquate que la seule perspective de référendum? Pourquoi qu'effectivement la seule ne nous apparaît pas adéquate, ni celle des élections référendaires? On a une réponse à ces questions-là, on s'est débattu là-dessus. Pourquoi la gouvernance souverainiste a-t-elle exacerbé la crise au sein du PQ? Et enfin, quelles critiques pouvons-nous faire dans la perspective des élections référendaires? Donc, effectivement, ça, on peut dire, si à la fin de l'exposé, puis après ça, j'ai capable de répondre à toutes ces questions-là, ça serait très intéressant. Parce que première chose, premier concept, c'est-à-dire le premier concept qui est assez important à comprendre, c'est le concept de nation. Et le concept de la nation, on le définit dans une formulation suivante, c'est une collectivité d'histoire et de destin. Okay? C'est une collectivité qui a une histoire, qui a développé une culture, puis un ensemble, effectivement, d'expériences communes qui définit cette nation, mais c'est pas seulement ça, parce qu'on pourrait dire qu'une communauté culturelle, c'est aussi ça, mais c'est aussi une communauté de destin, dans le sens qu'une nation se donne un objectif de reconnaissance politique. Ça peut être l'indépendance, ça peut être l'autonomie, ça peut être différentes formes de reconnaissance politique. Donc la nation, c'est par rapport à une communauté culturelle dans un quartier se définit pas un destin commun en termes d'institutions politiques. Hein. On peut dire qu'il y a certaines qui ont des caractéristiques culturelles, ils ont une histoire commune, il y a des origines communes, mais ils n'ont pas cette communauté de destin. Alors qu'effectivement, une nation est cette liaison entre la communauté d'histoire et la communauté de destin. Et là, ça nous permet de faire des distinctions absolument essentielles. Deuxièmement, on dit, nous, on rejette ce qu'on appelle une conception essentialiste de la nation. La nation, puis j'en donnerai une illustration tout à l'heure, la nation, c'est pas, comme dit le PQ, là, une série de valeurs. Le Québec se reconnaît par ses traditions, il y a une série de valeurs. Puis là, ils mettent des valeurs. Puis là, c'est la nation. Là, on en regarde un peu, puis on dit, là, quelques décennies, c'était d'autres valeurs, tu sais. Puis c'était-tu encore une nation? Puis, donc, on dit, la nation est en évolution et en redéfinition constante. Puis ça, c'est absolument fondamental, parce que ça nous définit par rapport aux populations qui arrivent au Québec. C'est-à-dire, on est dans une situation où on ne dit pas, il y a toute une série de caractérisations de la nation, puis là, effectivement, comme c'est un produit fini, tu es dans ou tu es hors de la nation. Okay? Donc, c'est très, très important pour nous. Je vais donner une illustration de ça. Okay. L'autre chose qui est très importante, c'est que nous distinguons toujours, et c'est une distinction essentielle, une nation dominante et une nation dominée. Puis une nation dominée peut être une nation dominante par rapport à d'autres nations. Ça, c'est très important. Puis effectivement, l'autre principe qu'on a et qui est important, c'est que tu n'appartiens pas nécessairement à une seule nation. Tu peux avoir une identité multinationale. C'est-à-dire que tu t'identifies à une nation, deux nations, dépendant effectivement de l'histoire. On peut dire qu'au Québec, il y a beaucoup cette affaire-là. Les gens vont se définir comme Québécois, puis ils vont se définir effectivement comme Canadiens.
Puis là, effectivement, on ne peut pas leur dire simplement qu'ils sont mêlés, ils ont trop écouté un humoriste ou n'importe quoi. C'est pas ça. C'est qu'effectivement, les sentiments d'identité peuvent avoir des sentiments dominants, mais c'est un phénomène très complexe, le phénomène national, et on ne peut pas, à moins d'avoir une conception ethnique de la nation. Parce que dans le fond, il y a deux grandes conceptions. La conception ethnique de la nation qui définit la nation par l'origine et par le sang. Dans le fond, tu es Québécois si ton père et ta mère étaient Québécois. Puis si ton grand-père, puis ici, tu es arrivé en 1708, puis tu t'es installé là, ici, puis tu as eu des descendants, tu es vraiment un Québécois authentique. Alors, où tu as une conception de la nation comme effectivement un groupe, une collectivité qui se définit une communauté de destin et qui peut intégrer des gens qui de différentes origines culturelles, okay? Qui s'associent à ce groupe-là. Donc, c'est un phénomène identitaire. Okay. Ça, c'est important. D'autres choses aussi, dans la nation, au Québec, il n'y a pas seulement une nation. Les nations autochtones, généralement, ne se définissent pas comme Québécois. Tu leur parles. Nous, on avait quelqu'un de la communauté Innu qui était à Québec solidaire, qui était sur notre commission stratégie pour la souveraineté. Elle dit, moi, je ne suis pas une Québécoise, je suis une Innu. Alors, je ne suis pas de votre nation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas le devenir de la nation québécoise tout en étant. Mais là, ce n'est pas le cas maintenant. Alors, effectivement, c'est-à-dire le fait de s'identifier à une nation, c'est un processus. Okay? C'est un processus, puis c'est une possibilité. Puis ça, effectivement, c'est lié à ce que les forces motrices à l'intérieur de cette nation vont présenter. Est-ce que ça va être une force d'intégration ou de rejet? Alors ça, c'est absolument fondamental dans notre compréhension. C'est pour ça que tu lis, quand tu lis, moi je suis un lecteur assidu de Vigile, tu sais, c'est très intéressant, surtout quand on est un peu maso. C'est fondamental. Où effectivement, il nous explique que la conception multiculturaliste de la souveraineté, tata. Sauf que tous les politiciens péquistes sont portés de l'interculturalisme, puis toute la politique, ça a été ça depuis 80, jusqu'à ce qu'ils perdent le pouvoir, puis ça a été dans le discours. Puis je vois les grandes pancartes dans les années 80, plusieurs façons d'être québécois. Hein? Mais moi, j'adhère à ça. C'était une conception qui déterminait effectivement une volonté, alors que le mouvement national était en montée. Il était offensif. Le fait de dire plusieurs façons d'être québécois, ça veut dire qu'on pouvait facilement voir que des gens pouvaient nous rallier et participer du mouvement indépendantiste. C'est inclusif, non? Eh oui, tout à fait. Donc effectivement, ça nous a amené, nous, à rejeter complètement la dimension ethniciste, mais aussi à rejeter complètement la dimension essentialiste. Il a dit que la nation, dans le fond, est toujours en fabrication. Et le meilleur exemple de ça, c'est quoi? OK. Le meilleur exemple de ça, c'est qu'il ne faut pas remonter longtemps. Au début, à la fin des années 50, et même encore jusqu'en 70, et puis la transition se fait durant l'année 60, c'est que la majorité des personnes au Québec ne se définissent pas comme Québécois, mais comme Canadiens français. Et les particularités du Canada français, c'était quoi la nation canadienne française? Elle était d'abord pan-canadienne. Si vous lisez Henri Bourassa, vous voyez un des grands leaders nationalistes du Québec, mais lui, quand il parlait de la nation canadienne-française, c'était pas au Québec, c'était partout dans toutes les communautés françaises. C'était une nation de langue française, c'était une nation anti-étatiste qui était contre l'intervention de l'État, c'était une nation qui était catholique, parce que le catholicisme était une définition de la nation, puis c'était une nation d'agriculteurs. Parce qu'effectivement, la majorité des agriculteurs de la population rurale dans la population faisait que c'était une perte de la nation, le processus d'urbanisation. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit effectivement? On voit que cette nation-là, qui avait des caractéristiques dans lesquelles certains disent que ça devrait être encore les caractéristiques du nationalisme québécois, mais ce n'est pas les caractéristiques du nationalisme québécois, c'est les caractéristiques du nationalisme canadien-français. Et ce qui s'est passé, c'est que fondamentalement, à cause des processus économiques, il y a eu un changement de la structure de classe.
il y a eu un processus d'industrialisation, urbanisation, développement, quasi-disparition de la classe des agriculteurs, qui ont été réduits à une petite portion, apparition de nouvelles couches techniciennes, développement d'une bourgeoisie québécoise, et il y a eu il y a eu toute une série de défaites majeures et un processus d'assimilation au Canada anglais des secteurs de la nation canadienne-française, qui fait que la nation canadienne-française a éclaté et s'est effondrée. C'est ça qui s'est passé, et que les gens se sont définis comme franco-ontariens, franco-albertains, etc. Et qu'au Québec, puis ça se fait, c'est vraiment extraordinaire, parce que les États généraux du Canada français en 65-66, les gens commencent, ils ont invité les gens de partout, mais tu vois que toutes les discussions se font sur, c'est le nationalisme québécois naissant. Okay? Ça, c'est absolument fondamental. Donc, tout le bloc traditionnel qui était là, le bloc du Plessis, autour effectivement de la moyenne bourgeoisie, avec les hiérarchies catholiques, les agriculteurs, etc., ça s'effondre et on voit apparaître une nouvelle nation. Et là, on rentre dans une période où qui va définir la réalité de la nation? Alors là, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement, je dirais, des couches liées au mouvement syndical, puis aux couches intellectuelles, qui disent, les autres, ils s'inspirent de quoi? Quand on lit la revue, bon, à l'époque, on lisait ça, Parti pris, puis Révolution québécoise, puis tout ça. Alors, ces gens-là disaient, mais la nation, là, notre exemple, c'est l'Algérie, notre exemple, c'est le mouvement de libération des colonies, puis là, il faut se débarrasser de la domination étrangère, il faut effectivement se libérer, reprendre nos grandes entreprises, exproprier les entreprises qui viennent nous voler. Donc, il y avait toute une dimension, anti-impérialiste dans le mouvement national. Il y avait effectivement une dimension de dire on se réapproprie, on en finit avec la domination étrangère. Puis il y avait un autre courant, qui va venir le courant dominant pour des décennies, qui va plutôt parler, que les autres, ça va être une scission du Parti libéral, qui va fonder la MSA, qui va se réunir avec le Ralliement national, qui est une petite formation indépendantiste de droite, et ils font former le PQ. Puis après ça, il va y avoir la liquidation des courants qui représentaient plus une option radicale face à la question nationale, c'est-à-dire le ralliement national pour l'indépendance nationale de Bourgault, qui va s'autodissoudre et rentrer dans le parti. Et donc, ce qui va se produire, ça fait effectivement, c'est une hégémonisation, une domination du mouvement d'indépendance nationale par un courant qui est formé de couches technocratiques. Puis les gens qui dominent le parti, c'est des gens qui vont être soit d'anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des hauts dirigeants des institutions étatiques, des grandes sociétés d'État, du capital financier coopératif. Ils vont devenir les gens qui vont donner effectivement la définition de ce que devrait être la souveraineté du Québec, ce que devrait faire le Québec. OK? Puis là, ça s'institue, ça c'est important de comprendre, dans un cadre où les politiques économiques font de l'intervention de l'État quelque chose qui est généralisé. Alors, vous savez, il y a eu la nationalisation de l'électricité. Après ça, il n'y a pas eu seulement ça. Il y a eu la formation de toute une série d'entreprises. Par exemple, il y a eu la formation de la SOQIP, la Société québécoise d'initiative pétrolière, de Rexford, une société d'exploitation forestière. Après ça, il y avait la SOQEM, Société québécoise d'initiative d'exploration minière. Alors, ça veut dire qu'il y avait toute cette consomption-là, puis les gens qui dirigeaient ces secteurs-là vont dire, nous allons développer un État où l'intervention de l'État va nous permettre de nous développer une bourgeoisie québécoise qui peut aspirer à devenir indépendante. Et ça, c'est fondamental à comprendre, puis ça représentait ce projet de souveraineté-association.